Hello, hello, hello. Comment allez-vous, très cher ami? C'est vite fait, je vais faire cette courte vidéo ce matin. Comme la Guinée, c'est notre cordon ombilical, on ne peut pas rester sans parler de notre beau pays. Malgré la détresse et la prise en otage de la population. Tout ce que je veux dire ce matin, c'est encore attirer l'attention de mes compatriotes de la nécessité de rester debout pour que Mamadi parte, pour que ce groupe de bandits, de délinquants quitte définitivement notre pays. Cela va nous permettre de vivre dans un pays normal, comme tous les autres pays du monde. Vivre dans la dignité. Ne pas être inquiet quand ton parent sort le matin. Dire est-ce qu'il va rentrer? Parce que la misère, l'insécurité bat son plein en Guinée. Et cela n'épargne personne. Donc on doit mettre dans notre tête que le salut des Guinéens, le bonheur des Guinéens réside au départ de Mamadi. Parce que le problème de Mamadi, c'est ça. Il suffit de faire la comparaison. Avant l'arrivée de Mamadi, il y a 3 ans et 4 mois, comment était la Guinée? Aujourd'hui, comment est la Guinée? C'est facile. Ça ne fait pas 20 ans, 30 ans, non. C'est récent. C'est récent. Donc personne ne peut nous mentir sur ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes tous au courant. Faisons tout, par tous les moyens possibles, pour dégager ce bande de délinquants qui terrorisent, qui tuent, qui kidnappent. Aujourd'hui, le Guinéen n'a plus de vie. Excusez-moi, j'ai un de mes appareils qui est bogué, vous savez. Hein? Je disais à chaque fois, quand on lance les lives comme ça, il y a des petits malins qui rentrent dedans pour couper, pour brouiller tout ça. C'est pourquoi je prends le soin d'utiliser beaucoup d'appareils, 3 à 4 comme ça, pour éviter ce genre de trucs. Mais bon, on y arrivera. Ils ne peuvent pas, de toutes les façons, la parole est libérée. Si les gens ont peur de parler en Guinée, pour beaucoup, pour leur sécurité et la sécurité de leur famille, je ne parle pas de ces cocos, ces opportunistes qui se cachent derrière leur silence, mais je parle des vrais Guinéens. C'est à vous que je m'adresse. On ne peut pas laisser notre pays dans la main de ces délinquants, de ces bandits, qui ne font que accentuer notre misère. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir. Malgré ce que j'ai entendu le gouverneur hier, je parlais, le gouverneur de la Banque centrale, M. Karamoko Kaba, pour tout le respect que j'ai pour lui. Mais j'ai été déçu par son explication. Et puis, il parle même de Bitcoin, là, c'est-à-dire les monnaies virtuelles. Il y a beaucoup de, comme moi, beaucoup de Guinéens ou d'autres pays qui ont eu à essayer avec cela, mais on sait comment ça se passe. C'est du tombola. Mais bon, quand il nous parle là, de la valeur de la monnaie guinéenne par rapport au dollar, la Guinée est la plus forte. J'étais quand même choqué et dépassé que quelqu'un qui se fait dire docteur en économie, il a travaillé à la Bourse de Paris, ceci, cela. Mais donner un tel argument, ça m'a déçu. Mais par après, je me suis dit, peut-être, il a fait exprès par démagogie. C'est encore plus choquant.
Parce qu'il y a un intellectuel qui traverse la science pour soutenir l'insoutenable, c'est encore pire. Revenons, je vais dire 2 mots sur, parce que hier j'ai eu à parler un peu de façon très simple et concrète pour me faire comprendre. La valeur d'une monnaie dans un pays, on l'observe comment? On observe la valeur d'une monnaie par rapport au taux d'inflation dans le pays. Si le taux d'inflation est élevé, ça veut dire que la monnaie a perdu sa valeur. C'est-à-dire, l'élévation du taux d'intérêt, comment? L'inflation s'explique par quoi? L'inflation s'explique par la hausse des prix sur le marché. C'est ça l'inflation. Quand il y a hausse des prix sur le marché, cela veut dire que ce que 1000 francs me permettait avant d'avoir comme marchandise, comme produit sur le marché, il me faut maintenant 2000 francs ou 10 000 francs. C'est ça la perte de la valeur de la monnaie. Donc tout Guinéen peut observer, depuis le coup d'État jusque maintenant, le prix du riz, 50 kilos de sac de riz, ça coûtait je crois 2040 ou 2300 ou 2030 ou 230 000. Aujourd'hui, le même sac de riz, la quantité n'a pas sauvé, ni la quantité ni la qualité n'a pas changé. Le même sac de riz, il me faut débourser 300 ou à 400 000 francs guinéens. Toi, tu vas dire à un enseignant guinéen, à un médecin, à un avocat, en disant que la Guinée, la monnaie guinéenne est forte, c'est parce que tu l'as comparé à dollar et tout ça. Mais c'est d'une subtilité, c'est-à-dire, je n'ai pas vu encore les gens qui prennent la population guinéenne comme les cons, quoi, comme des fous. C'est comme si j'entendais Gawal à un certain moment en disant « Ah oui, l'économie va bien en Guinée parce qu'un DG actuellement est payé à plus de 2000 $. Ça m'a fait rire. Est-ce que c'est le salaire du DG? C'est à partir du salaire d'un DG qu'on peut comparer la santé économique d'un pays? Mais il ne nous a pas dit combien l'enseignant est payé, combien le médecin est payé, combien l'ouvrier qui travaille dans un secteur administratif est payé. S'il faut comparer la santé économique d'un pays par rapport au salaire des dirigeants ou les hauts cadres du pays, et il n'y aura pas de gilets jaunes en France. Parce que les patrons de 440, tout le monde sait, leur salaire annuel, c'est les millions d'euros annuellement. Et combien de Français touchent 1 million ou 200 000 € par an? Ils ne sont pas si nombreux que ça. Donc revenons sur Karamoko Kaba. Il dit que la monnaie guinéenne a pris de la valeur et tout ça. Comme je vous disais au départ, pour savoir la valeur d'une monnaie dans un pays, il faut observer le prix des denrées, surtout de première nécessité sur le marché. Si le prix n'est pas si cher, ça veut dire que la monnaie a une valeur. Mais si le prix augmente, qu'on appelle l'inflation, ça veut dire que la valeur de la monnaie a baissé. Comment on calcule la valeur d'une monnaie? La valeur nominale d'une monnaie ne change pas. Avant le coup d'État, les 1000 francs guinéens, c'est 1000 francs, ça n'a pas changé. 1000 francs reste 1000 francs. Mais ce qui a changé, ce que ces 1000 francs-là pouvaient nous donner comme produit au marché quand on va acheter une marchandise, ce que 1000 francs avant le coup d'État, ce que je pouvais acheter avec 1000 francs, après le coup d'État, ces 1000 francs-là, je ne peux plus avoir le pain ou la tomate ou voire même le gombo avec ces mêmes 1000 francs-là. Avant le coup d'État,
Le sac de 50 kilos de gombo, c'était 240 000 avant le coup d'État. Mais après le coup d'État, le même sac de gombo coûte aujourd'hui à 1,5 million jusqu'à 1,7 million. Donc, ce n'est pas la monnaie qui a changé. La monnaie reste la monnaie. Mais la valeur maintenant, c'est-à-dire ce que cette monnaie peut me permettre d'acheter quelque chose au marché, c'est ce qui a changé. Et qu'est-ce qui fait que cela change? Ce qui fait que cela change, c'est la mauvaise gestion de l'économie. C'est lorsque la banque centrale ne joue pas son rôle de contrôleur. Parce que la banque centrale d'un pays, c'est un rôle de régulateur de l'économie. C'est comme le médecin. La banque centrale s'occupe de la santé financière du pays. Mais quand la banque centrale, c'est la pagaille, il n'arrive plus à contrôler la masse monétaire qui est en circulation. Et que les détournements de milliards et de milliards ont fait des faux billets pour injecter. Or que l'économie réelle, parce que l'économie réelle, c'est la production interne. Mais l'économie artificielle, on entretient l'économie artificielle avec les planches à billets. Et c'est ça qui est arrivé à notre économie. C'est vraiment dommage que M. Karamoko Kaba nous dit que la valeur de la monnaie guinéenne en comparant à dollar, ce n'est pas la convertibilité qui définit surtout la valeur d'une monnaie. Certes, c'est un élément qui rentre dans les critères. Mais le critère principal pour apprécier la valeur d'une monnaie, c'est l'inflation, c'est l'augmentation des prix au marché, c'est le pouvoir d'achat de la population, c'est le panier de la ménagère. C'est ça qui nous permet d'apprécier la valeur d'une monnaie. On dit qu'une monnaie j'ai vécu durant une dizaine d'années dans le passé en Suisse. Et tout le monde sait, le franc suisse, on l'appelait même le franc lourd. Nous, les étudiants là-bas, qu'est-ce qu'on faisait? Comme on sait que le franc suisse était était une monnaie forte, on partait à la frontière à Annemasse. Ceux qui ont vécu en Suisse, ils connaissent. On partait à la frontière, il y avait les supermarchés qui étaient là-bas. C'est là-bas qu'on allait s'approvisionner. Parce qu'on sait, quand on va avec un peu d'argent suisse, en France, c'était beaucoup. On achetait beaucoup de choses là-bas. Ça, c'était... La raison principale, c'était quoi? Tout le monde sait que l'économie suisse, c'est une économie libérale, parce que la Suisse, comme pays neutre depuis le temps de la guerre et tout ça, là, la Suisse, il y avait ce secret bancaire qui est là, il y a beaucoup de gens qui venaient là. Et qu'il y a une certaine stabilité politique en Suisse. C'est le seul État au monde qui est confédéré. C'est-à-dire, après chaque année, là, il y a un nouveau président. Et la présidence est collégiale en Suisse. Chaque canton représente un pays. Donc, bref, c'est pour dire à mon frère Karamoko Kaba de la Banque centrale que les critères d'appréciation de la monnaie, c'est les deux. Il y a deux critères principaux pour apprécier la monnaie dans un pays. Il y a premièrement le taux d'inflation dans le pays. Plus que le taux d'inflation est bas, plus on dit que la monnaie est forte. Plus que le taux d'inflation est élevé, c'est-à-dire le prix des produits sur le marché local est élevé, on dit que la valeur de cette monnaie est basse. 300 000 francs pouvaient me permettre d'acheter en Guinée avant le coup d'État. Aujourd'hui, il me faut 600 000 francs, voire même 1 million de francs. C'est parce que l'inflation est forte. Donc, le deuxième critère maintenant, c'est les taux d'intérêt. Vous avez vu, quand il y a une crise dans un pays, dans les pays occidentaux par exemple, quand il y a une crise,
le taux directeur de la Banque centrale, on abaisse le taux directeur parce que la crise est grave. Parce que quand le taux d'intérêt est appréciable, il est bon, les investisseurs viennent. Ça explique aussi que le pays est bien géré. Un investisseur ne peut pas venir investir dans un pays où il y a une hausse d'inflation et qu'il y a l'instabilité politique. Parce que tout ça, ça compte. C'est-à-dire, tout ça, ça nous amène à apprécier la valeur de la monnaie. Quand le climat politique dans un pays est mauvais, l'économie n'est pas bonne. Parce que l'économie, c'est une science sociale, c'est une science humaine. L'économie va avec le monde. L'économie, c'est les hommes. Quand il y a un mouvement actuellement, le problème en Arabie Saoudite ou à Koweït et tout ça, là, les grands producteurs de pétrole, vous verrez tout de suite qu'il y a une crise mondiale. Ce n'est pas parce que la guerre est là-bas, mais c'est parce que le pétrole, ceux qui donnent le pétrole au monde entier, avec la guerre, ça va. Et il y aura une crise sur le marché international, sur le marché mondial. Donc, l'économie, c'est une science humaine. L'économie n'est pas la mathématique pure et dure. Non. L'économie tient compte du bien-être humain. On ne peut pas dissocier l'économie à l'homme. Tu ne peux pas dire que la monnaie d'un pays est forte et que la population vit dans la misère. Tu ne peux pas dire ça. Parce qu'il faut beaucoup d'argent pour... Je vous ai donné l'exemple des spéculations foncières actuellement. Imaginez-vous, un terrain nu, rien n'est dessus, à la Cameroun, coûte 3 millions de dollars, 30 milliards de francs guinéens. Un terrain, il n'y a rien dedans. Ici, je vis au Canada, en Amérique du Nord en général, avec 3 millions de dollars, tu peux avoir au moins 6 à 7 villas construites, tout sur le terrain, tout est construit. Les grosses villas, la piscine dedans et tout ça. Là. Avec 3 millions de dollars, tu peux avoir 6 et voire même 10 de cela. Ça dépend de l'endroit. Est-ce que toi, tu peux dire dans un pays où les choses ne sont... Parce que cela s'explique par ce qu'on appelle l'instauration d'un État narco. Vous savez, dans un pays, pour savoir que l'État est narco, les premiers signes, c'est quoi? Les premiers signes, c'est que la majorité de la population vit dans la misère. L'insécurité est galopante. Et qu'un petit groupe sorti de nulle part, qui devient opulent. Les gens qu'on ne connaissait pas ou qui étaient dans le quartier, les vagabonds, mais comme ils sont accaparés du pouvoir, ils deviennent opulents. Tu te demandes, mais comment lui, il a gagné son argent là? Tu ne l'as pas vu travailler, c'est pas un maçon, c'est pas un commerçant, rien. Mais l'argent tombe. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est quoi? Vous observez les grosses voitures luxueuses. Où sont eux qui construisent au bord de la mer, ils ont occupé tout. Ça aussi, c'est un autre signe d'un État narco. C'est parce que Mamadi a transformé la Guinée en une plaque tournante de la vente de drogue. Et quand tu envoies ces activités illicites dans le pays, parce que eux ils gagnent de l'argent, ça tombe du ciel, ils font quelque chose qui n'est pas légal. La vente de la drogue, la corruption, ça encourage la corruption, ça encourage la criminalité, ça encourage la perversité des jeunes. Donc ces nouveaux riches-là, ils créent une sorte de crise sur le marché immobilier. Ça fait qu'aujourd'hui en Guinée, pour avoir un terrain nu, mieux vaut acheter une maison en Amérique du Nord ou en Europe. Parce que le terrain nu est plus cher en Guinée à l'heure là. Mais imaginez, autant d'alpha, ça ne fait pas longtemps, 3 ans. Comparez le prix des terrains en Guinée au temps d'alpha aujourd'hui. C'est parce que ils ont, disons, ils ont enlevé tous les obstacles réglementaires, là. Les prix.
Si vous allez aujourd'hui, on entend qu'ils ont déclassifié tel jaune à Mania, par exemple, à Mafrenia, là où il doit. C'est parce que ces vendeurs de drogue-là sont partis acheter tous les terrains. Tout ce que Alpha avait immatriculé, les terrains qui proviennent du conflit, le règlement du conflit franco-guinéen, là, ce qu'on a hérité depuis la Première République. Mamadi est venu avec Gawal, ils ont reparti tous les terrains entre eux. Ils ont même mis du feu dans tous les documents, ils ont fait disparaître. À l'heure là, le patrimoine immobilier de l'État, presque ça n'existe pas. Ça appartient à Mamadi. Mais allez-y à Kipé. La moitié de Kipé appartient à Mamadi, ses frères, ses amis, ils ont tout sauvé. Allez-y au bord des mers à Conakry. Sont eux qui construisent les immeubles et tout ça. Tout ça, ça veut dire quoi? Mamadi a appauvri la population guinéenne en majorité et il a enrichi un petit groupe qu'on appelle actuellement la bourgeoisie locale. C'est les compradors en Amérique latine, on les appelle comme ça, ou les oligarques en Russie. C'est les petits groupes de mafiosi là qui ont pris l'économie du pays en otage. Donc quand j'entends un gouverneur de la Banque centrale nous parler de la valeur de la monnaie, je ne sais pas sur quoi il s'est basé, et nous parler des monnaies électroniques, Bitcoin par exemple, il dit qu'avec ça, mais tout le monde sait que c'est les monnaies volatiles, ce n'est même pas un argent. Bitcoin, c'est les actions que tu achètes sur le marché. Et c'est une monnaie qui n'est garantie par aucune banque. Tu peux acheter les actions aujourd'hui, ça te fait 2 000, 3 000, 20 000 dollars. 2 jours ou 1 heure après, ça tombe à 10 dollars. Donc, avec les fluctuations, toi, tu peux mettre, disons, l'économie d'un pays dans les fonds comme ça, là, qui n'a aucune garantie. Il y a combien qui ont fait faillite en achetant ces actions de Bitcoin, là, en mettant les comptes? Certes, il y a eu certains qui ont eu la chance de s'enrichir vite dedans et sortir. Mais en faire ça comme une garantie de l'économie d'un pays, c'est être con. Je crois que le moment n'est pas encore arrivé. Sinon, là où ça a été né, où ça a été développé, les États-Unis allaient mettre le dollar en Bitcoin. Mais pourquoi? Donc, c'est quand même, soyons sérieux un peu avec ce peuple. C'est-à-dire, ce peuple est traumatisé. On nous a tellement, Mamadi a tellement détruit ce pays-là. Maintenant, ils se foutent de nous. Ils nous insultent même en nous disant les niaiseries comme ça, là. Qu'on dit qu'un gouverneur de la Banque centrale qui vient nous dire, moi, mon oncle est enseignant en Guinée. Il n'y a pas 3 jours. Je l'ai envoyé un peu d'argent. Mais quand il dit à mon oncle là que le franc guinéen est sauvé, avant je ne l'envoyais pas encore beaucoup plus que ça. Mais aujourd'hui, je suis obligé de doubler ce que je l'envoyais avant. Parce que la monnaie n'a plus de valeur sur le marché. Ceux qui pouvaient acheter avec 600 000 francs, 700 000 francs guinéens, aujourd'hui, il faut 1,2 million. L'exemple palpable, c'est quoi? C'est le sac de riz. Tout le monde consomme ça en Guinée. Avant le coup d'État, c'était à 240 000. Aujourd'hui, c'est à 360 jusqu'à 400 000. Toi, tu vas dire que l'argent que j'ai, que le franc guinéen a la valeur. Et on parle de la valeur d'une monnaie, c'est lorsque tu utilises peu de monnaie pour te procurer le bien ou le service à un coût raisonnable. Pour ne pas dire à un coût bas. En ce moment, tu dis, ah, notre monnaie a de la valeur. Hein. Et ce n'est pas à dire parce que le dollar n'a pas... La fluctuation du dollar, c'est tous les jours. Et puis, c'est un échange. Si vous échangez sur le marché, les commerçants qui étaient en Guinée avant, ils commandaient beaucoup de marchandises, comme on achète à l'étranger avec le dollar. Donc, ils faisaient beaucoup d'échanges. Mais maintenant, ces commerçants-là, presque ils ne viennent pas, ils n'achètent pas beaucoup maintenant. Ceux qui venaient, les Libériens, les Léonais, ou même certains Ivoiriens et Sénégalais, parce que le port de Conakry
était moins cher. Alpha avait fait une politique d'attraction, c'est-à-dire, les économistes appellent ça l'avantage comparatif. Comme nous avons un port qui n'a pas de l'eau profonde, c'est-à-dire les gros bateaux, il ne peut pas recevoir les gros bateaux, c'est le transbordement qui fait les petits bateaux qui envoient les marchandises. Il dit, bon, on va jouer sur le prix en attendant qu'on aménage notre port. Donc il dit, le port d'Abidjan et le port de Dakar, eux ont les ports à eau profonde. Ils peuvent recevoir les gros bateaux. Donc eux peuvent recevoir beaucoup plus de marchandises en même temps. Mais nous, notre port, actuellement, ce n'est pas aménagé. Ce n'est pas à eau profonde. On ne peut pas recevoir des gros bateaux. Il dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va diminuer les taxes douanières pour attirer les gens. Donc il a diminué les taxes douanières et certains hommes d'affaires ivoiriens venaient dédouaner leurs marchandises en Guinée. Les Sierra-Léonais, les Libériens, ils venaient en Guinée. Mamadi est venu, il a fait le contraire. Parce que quand tu es boum, tu ne connais rien, au moins il faut demander les gens qui connaissent. Il a fait le contraire, il a triplé les taxes douanières. Et les conséquences, c'est quoi? Les commerçants ont dit, ah, on n'a plus l'avantage en Guinée parce que les taxes sont augmentées. C'est d'ailleurs, si ce n'est pas égal, c'est plus cher qu'en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. C'est comme ça qu'ils sont partis au Sénégal, en Côte d'Ivoire, certains au Libéria pour aller. Donc, on a perdu les clients. Et cela a eu un impact sur l'économie. Et cela aussi a un impact sur le prix des produits au marché. Parce qu'un commerçant, quand il paye, les dédouanements augmentent. Il file, disons, la différence là, ceux qui payent dans les dédouanements et tout ça là, il met ça sur les marchandises. Il met ça sur le prix de vente. Donc cela aussi a un impact sur les prix des produits sur le marché. Mais malgré l'augmentation des taxes douanières, les recettes sont où? Quand on entend que le directeur à la douane, il y a eu 100 millions de dollars ou 1000 milliards de francs guinéens et a disparu, on doit se poser la question. Peut-on parler de la bonne santé de l'économie? Et qu'est-ce qui a fait que l'argent là a disparu à la douane? C'est parce que Mamadi est venu, il a supprimé le règlement que Alpha a imposé, c'est-à-dire la dématérialisation des transactions commerciales de l'État. C'est-à-dire, on ne paye plus l'argent frais aux douaniers. Un commerçant, tu as une marchandise à dédouaner, tu vas aller payer au trésor ou à la banque, ou tu fais ça en ligne. C'est le reçu que tu remets au douanier, ce n'est pas l'argent. Mamadi est venu, il a annulé ça. De sorte que le commerçant qui vient payer au douanier, vous savez, l'argent, c'est un démon. Le douanier prend l'argent, il ne verse pas aux caisses de l'État. Donc c'est comme ça que les détournements sont. C'est-à-dire, malgré, au-delà aussi de cette dématérialisation, on a dit que quel que soit le ministère, même la présidence de la République au temps d'Alpha Condé, les conteneurs qui viennent, on dit c'est destiné à la présidence, ça doit être dédouané. Il n'y avait pas de passe-droit pour personne. De sorte que l'argument que les gens faisaient au temps de Lansana, qu'est-ce qui est arrivé que l'économie guinéenne est tombée? C'est parce qu'au temps de Lansana même, à l'époque là, dans les 2000, quand les gens, les commerçants venaient avec les marchandises et les trucs là, ils cherchent un parrain dans le gouvernement qui est très bien placé. Vous savez, le cadre guinéen s'enrichit toujours comme ça. Lui, il a des rentrées à la présidence ou il est ministre. On dit que les conteneurs là, c'est la propriété de la présidence, donc ça ne se dédouane pas. C'est comme ça que Mamadi est venu introduire la même chose. Le frère de Mamadi, il est devenu, c'était le patron même de la douane. Quand des commerçants envoient des marchandises, ils vont aller voir le frère de Mamadi au lieu de venir voir les douaniers. C'est le frère de Mamadi qui a créé même une société de transit fictif qui vient prendre les marchandises sans rien payer. Mais le commerçant le donne des milliards à lui.
C'est pourquoi lorsqu'on a arrêté le directeur de la douane, il y a plus de 30, voire même 50 transitaires qui ont été arrêtés. Parce que le frère de Mamadi, de Bala Samoura, d'Amara, ils sont tous dedans. C'est pourquoi j'ai dit le pauvre directeur Moussa Kamara, que je connais d'ailleurs bien, c'est le frère d'un ami. Lorsqu'il était étudiant en Algérie, il venait en Suisse à l'époque, c'était dans les années 97, 96, 97. Il venait à Genève pendant les vacances. Donc j'ai pu le rencontrer là-bas. Et une fois, à mon passage à Conakry, il était à l'époque, je crois, le responsable informatique, parce qu'il a fait informatique. Je suis passé le voir. Donc je dis, le pauvre est tombé dans ce piège. Il ne pouvait rien. C'était plus fort que lui. C'est la même chose à l'impôt. Si à l'impôt, 1400 milliards de francs, comment cela puisse être, ça a disparu. Autant d'Alpha Condé. Toutes les régies financières, là où l'argent de l'État rentre, Alpha avait un tableau de bord dans son bureau. Tous les matins, il vérifiait. Quand il y a fluctuation seulement, il appelle le directeur. De sorte que l'argent frais, on ne peut pas remettre à un fonctionnaire. L'impôt des sociétés minières, là, quand est-ce il va aller verser à l'impôt? C'est au trésor public. Mais si vous voyez qu'il y a ces négociations, parce que celui qui était là-bas, directeur général, je crois, Mouri Kamara, il paraît, c'est un proche. Certains même disent que c'est le frère de Amara Kamara. Donc, la légèreté dans laquelle notre pays est géré n'est pas normale. On ne peut pas s'asseoir et regarder ces bandits mentir aux gens, dire la Guinée 2040, Simandou, ceci. Ceux-ci-là sont en train de bousiller notre pays au vu et au su de tout le monde. Quelqu'un qui n'a pas pu maintenir ce qu'il a trouvé, ce qui est du bon, est-ce que lui peut te promettre qu'il rendra le monde heureux pour toi demain? Ceux-ci-là, c'est les bandits, les délinquants qui sont venus bousiller l'économie du pays. Donc, très chers amis, on doit être solidaire et déterminé pour mettre ces bandits-là dehors. C'est la seule solution. On n'a pas d'autre choix. Mamadi, son plan, c'est quoi? C'est de nous surprendre un beau matin et dire demain c'est l'élection. C'est-à-dire, la France l'a donné la garantie, elle organise n'importe quoi, du bordel en Guinée. De toutes les façons, nous on va te reconnaître. On te reconnaît déjà président. Donc, ils vont faire un simulacre d'élection ou des trucs là, dire que maman, d'ailleurs, on l'appelle actuellement président de la République. Assimi Goïta au Mali, on l'appelle le président de la transition. Au Niger, c'est la même chose. Au Mali, c'est la même chose. Mais Mamadi, on l'appelle président de la République. Parce que pour eux, l'élection ne sera qu'une formalité. Comment un bandit comme ça, qui a pris le pays par des armes, peut organiser une élection et perdre? Il gère le pays à l'heure là par la force, par la terreur. Mamadi ne peut pas organiser, il ne peut pas être candidat et perdre l'élection que lui-même il organise. Mais ce qui m'a déçu dans tout ça, c'est les gens comme Baouri. J'avais trop de respect à Baouri, mais je crois que Baouri doit demander pardon. Il doit demander pardon au peuple de Guinée. Il doit demander pardon à des centaines de personnes que lui, il a sacrifiées. Il ne doit pas cracher sur la tombe de ces innocents qu'il a pilés, sortis, venir défendre la démocratie, l'égalité et droit. Et aujourd'hui, il vient cracher sur leur tombe. Il doit demander aussi pardon au professeur Alpha Condé et demander pardon à Moussa Dodis. Parce que c'est une honte, Baouri.
J'ai trouvé cet homme au départ, mais je n'ai jamais eu confiance quand même. Hein. Je me méfiais. Baouri tente de justifier l'injustifiable en disant les contextes ont changé. En 2009, c'était autre contexte. Maintenant, je suis dans une position privilégiée. Il n'a même pas honte de dire ça. Donc ça veut dire en 2009, si tu étais dans une position privilégiée, tu n'allais pas combattre Dadis. Tu as combattu Dadis en disant, en mentant aux enfants des autres, en leur disant que non, c'est pour la démocratie, non, c'est pour l'état de droit, non, c'est pour le pays. Aujourd'hui, tu viens leur dire non, ça, tout ça, j'ai dit ça, ce n'est pas vrai. Je ne sais pas. C'est-à-dire, derrière ce discours de Baouri, je vois quelqu'un qui a mal dans son être. C'est-à-dire, je vois quelqu'un qui est en contradiction entre les valeurs qu'il prétendait défendre hier et le vrai Baouri qu'on est en train de voir. Mais l'histoire a été toujours comme ça. Donc Baouri veut dire, si Mamadi se prêtait demain comme candidat, qu'il n'y a pas de problème. Que lui-même, il sera face à Mamadi, à la candidature. Et Baouri sait même que Mamadi s'est déjà prêté. Non, mais il n'y a même pas de secret dans ça. Mais Baouri, à l'heure là, il est en train de combattre pour ne pas qu'il perde les privilèges, parce qu'on entend tous les jours qu'il doit perdre sa poste, il doit être limogé et tout ça. Donc il se bat comme un diable. Sinon, que Baouri nous dit, pourquoi en 2009 il n'a pas laissé Dadis? En quoi Mamadi est différent de Dadis? D'ailleurs, pour Mamadi, c'est encore plus grave. Mamadi a tué pour prendre le pouvoir. Dadis n'avait pas tué. Le président était mort. Donc on dirait ici que le pouvoir était vacant. Mais Mamadi est venu s'attaquer à un président légitimement élu, vivant, en tuant plus de 400 personnes et sans remettre le corps de ceux-ci à leurs parents pour prendre le pouvoir. Que M. Baouri me dit, entre ce qu'il appelait à l'époque d'Alpha Condé un coup d'État constitutionnel, entre un coup d'État constitutionnel et un coup d'État militaire sanglant, lui préfère choisir un coup d'État militaire sanglant. Parce que c'est ça que Baouri nous dit. Donc ça nous fait comprendre en Guinée qu'il y a trop de faux leaders, qu'il y a des gens qui ne font que mentir à la population, qui ne se battaient pas pour la Guinée, mais se battaient pour eux et leur famille. Tout leur combat dans leur vie, c'était pour arriver à la mangeoire, comme aujourd'hui Baouri, comment il s'appelle, Ousmane Gawal, les Mori Kondé, tant d'autres. On a vu les Mori Kondé avec les tenues de FMDC. Mais aujourd'hui, ils se cachent des gens, leurs amis de FMDC. Donc, les gens qui disaient au temps d'Alpha Condé, non, il ne doit pas faire troisième mandat et tout. Maintenant, sont eux qui soutiennent un Poussi, c'est un criminel. Nulle part au monde, un criminel peut être candidat à une élection. Quelqu'un qui a tué pour prendre le pouvoir, organise les élections dont il est candidat, c'est interdit par tous les règlements de la CEDEAO, de l'Union africaine et partout. Parce que ce n'est pas normal. Quelqu'un qui a, quand je vois même un général d'armée, Amara Kamara, qui fait la campagne, c'est en Guinée que nous voyons ça. Et où on va aller prendre un détenu, un prisonnier, Toumba Diakité, qui est condamné dans le procès de 28 septembre comme crime de guerre. On le prend son image, on fait des bruits partout en ville là-bas, en disant qu'il soutient un mouvement de soutien à Mamadi Doumbouya. Imaginons un instant. El Sisi, notre camarade, Ramatoulaye, eux, ils ont été arrêtés que parce que sont eux qui organisent les jeunes à manifester pour le retour d'Alpha Condé. Ils ont été arrêtés. Mais aujourd'hui, le mouvement de soutien pour Mamadi
C'est-à-dire, c'est comme les champions à Conakry. Partout, ces photos sont partout. Mais personne n'est inquiété. Est-ce que dans un État où l'injustice comme ça là règne, on peut parler de la paix? Bahouri me déçoit. Vraiment, je ne comprends pas Bahouri, mais Dieu merci, j'ai pu mettre maintenant le vrai image sur la personne qu'on appelait Bahouri. Parce que c'est le comble de l'indignité, ce que Bahouri est en train de faire. Il est mort le 28 septembre 2009, dont Bahouri était le président de la coordination contre Moussa Dadis Camara, qui est actuellement en prison, condamné, je ne sais pas, pour 10 ou 20 ans en prison. Je me pose la question. À quoi a servi alors le procès du 28 septembre si la même situation risque de se répéter demain? Parce que ce qui a conduit le 28 septembre 2009, c'est la même chose qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, je me pose la question, quelle est la raison, l'importance réelle de mettre Dadis en prison et tous les autres là, si on doit répéter la même chose et qu'on arrive au même résultat? Ça ne sert à rien. C'est que l'Occident voulait, c'est-à-dire, c'est pourquoi je vous dis que le problème de la Guinée, les gens commencent à comprendre quand même, ce n'est pas une question de la personne d'Alpha Condé, mais c'est un complot contre la République de Guinée. C'est-à-dire la France n'a jamais digéré le nord de la Guinée. Si vous voyez aujourd'hui, les militaires qui sont, vous savez, c'est toujours comme ça, les régimes poussistes là, ils ne vont jamais reconnaître réellement qu'il y a des militaires français en Guinée, qu'il y a une base. Avoir une base militaire, c'est quoi dans un pays? C'est l'afflux d'un grand nombre de ceux qu'ils appellent les formateurs militaires. Il y a combien de formateurs militaires aujourd'hui en Guinée, français qui est là? Pourquoi il n'y a pas de Russes? Pourquoi il n'y a pas de Turcs? Pourquoi il n'y a pas d'Américains? Parce que ceux-ci ont dit, dans un pays où il y a eu un coup d'État, ils ne peuvent pas coopérer avec ce régime tant qu'il n'y a pas un régime légal. C'est ça que le droit international dit. Mais la France s'en fout de ça. La France a suspendu sa coopération militaire avec le Burkina, avec le Mali, avec le Niger. Pourquoi il a renforcé la même coopération militaire avec la Guinée? Avant le coup d'État, on coopérait avec eux, mais il y avait très minime. C'est-à-dire, mais après le coup d'État, ils ont renforcé. C'est parce que sont eux qui sont derrière, Mamadi, sont eux qui sont derrière ce coup d'État-là. Tous leurs trucs qui sont démantelés actuellement en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ils sont tous venus en Guinée. La Guinée est la base arrière actuellement de la France coloniale, de Macron et ses hommes. Le président Tiani du Niger l'a dit, il a décrit. Lui, il est plus informé que nous. Donc, il faut que les Guinéens comprennent que la Guinée aujourd'hui est envahie. La Guinée est prise en otage par un groupe de délinquants qui sont à la solde de la France coloniale. Pourquoi? C'est pour mettre la main sur nos richesses que Dieu, le bon Dieu, nous a offert et que nos dévanciers ont protégé. Mamadi vient donner ça à la France coloniale. Quand je vous dis, après le coup d'État, pour la première fois dans l'histoire guinéenne, un hélico atterrit au palais présidentiel Mohamed V, c'était le 23 décembre 2021. Qui était dedans? Sari Bernard Lévy et le commandant de détachement des militaires qui sont stationnés au Sénégal. Ils étaient venus. Qui leur a reçus au perron même du Mohamed V? C'était l'ambassadeur à l'époque, c'était le voleur de vin là, et la femme de Mamadi Doumbouya, qui l'ont reçu. Et ils sont partis voir Mamadi. C'était pourquoi? C'était pour leur remettre tous les documents top secrets de la Guinée qui se trouvaient dans le bureau d'Alpha Condé.
dont les relevés topographiques de toutes les richesses qui sont en Guinée. C'est tous ces documents que Mamadi a pris. Il a donné à Henri Bernard Lévy. C'est le philosophe le plus grand espion français à l'heure-là qui a aidé Sarkozy à tuer Kadhafi. Et tout ce qui est djihadiste en Afrique, il est derrière. C'est ce dernier que Mamadi a vendu notre pays. Il a donné tous les relevés top secrets que Alpha gardait avec lui. Mamadi a tout pris, il a donné ça à la France. Aujourd'hui, les officiels français connaissent ce qui est dans le sous-sol guinéen, où ça se trouve, quelle est la quantité, ils connaissent tout ça. Or que le commun des mortels des Guinéens ne connaissait pas. Qui a trahi cette nation? C'est Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi des fois ça me choque quand je vois les gens dire que Mamadi est venu réhabiliter Sékou Touré et tout ça. Mamadi joue un double jeu. Mamadi, c'est le plus mauvais, c'est-à-dire Mamadi est pire que le colon. On aura le temps d'en parler. C'est-à-dire le jour que Mamadi va quitter, c'est en ce jour-là que les Guinéens sauront qui est ce bonhomme-là. Très cher ami, comme on aime dire souvent, à force de gagner sans péril, on finit par triompher sans gloire. Je mesure chaque circonstance et à tout moment la grandeur de l'homme, la grandeur de l'âme, de ce grand homme qui a bâti sa vie autour d'un idéal qu'il appelle la Guinée. Parce que la Guinée est collée sur sa peau. Il vit et il respire la Guinée. Le professeur Alpha Condé, hier avant-hier, il fêtait ses 87 ans. Cet homme n'a rien eu pour lui-même. Tout ce qu'il a cherché dans sa vie, c'est pour la Guinée. À l'âge de 14 ans, lorsqu'il quittait Conakry pour aller étudier à Marseille, en France, ce jour-là, c'était dans les bâtons. À l'époque, c'était les bâtons qui transportaient. Il a connu un célèbre artiste camerounais, Manu Dibango, le feu Manu Dibango. Ils se sont rencontrés dans le bateau. Ils ont cheminé ensemble. C'était en 1956. Lorsqu'il est descendu sur le perron du port de Marseille, il pleurait à chaudes larmes. Sa sœur l'a demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'a eu? Qu'est-ce que tu as eu dans le bateau? On t'a battu. Il dit non. Il dit, j'ai quitté la Guinée. Mais un jour, je retournerai dans ce pays-là. Parce que c'est là que mon cordon ombilical est tiré. Durant toute sa vie, il parlait de ce pays-là. Il disait à ses proches, cette Guinée que j'ai laissée, je ferai tout pour venir faire le bonheur de cette population. Il se bat pour ça. Et tout le monde peut le constater. Abdou Diouf disait, il dit ceux qui pensent qu'Alpha Condé est vieux, il dit c'est vrai, il est vieux sur papier, mais Alpha Condé c'est un cœur dur. Il dit Alpha Condé est solide. Il dit je ne serais pas surpris qu'il revienne au pouvoir. Le feu Ibeka disait qu'Alpha n'a rien eu pour lui-même dans sa vie, que tout son combat c'est pour la Guinée et pour l'Afrique. Il dit à 4 heures du matin, il m'appelait, il me disait d'aller soutenir ces immigrés africains qu'on avait attrapés au 14e arrondissement de Paris, qu'on devrait rapatrier. Il partait dans les commissariats. Les étudiants africains qui avaient des difficultés à l'université de Sorbonne, il accélérait ses amis. Cet homme nous a tout donné. On ne peut pas laisser cet homme-là dans l'ingratitude. On se battra jusqu'à la mort pour que la dignité de cet homme
qui aime autant. Je ne dis pas qu'il aime la Guinée pour tout, qu'il aime la Guinée plus que tout le monde. Mais il y a rares Guinéens qui aiment la Guinée comme lui. Cet homme, c'est pas l'argent qui l'intéresse. Il y a Sédia Touré qui lui disait qu'Alpha Condé c'est un communiste qui ne connaît pas l'argent. Qui peut dire en Guinée aujourd'hui qu'Alpha Condé a 1 mètre carré, qu'il appartient à un terrain, 1 mètre carré qu'il appartient, qu'il a eu pendant ses 11 ans au pouvoir? Il n'y en a pas. Parce que le matériel ne nous intéresse pas. Il dit tout ce que j'ai et tout ce que je cherche pour ce peuple. Il dit je suis venu au pouvoir pour les miskines, pour les plus démunis entre nous. Il y a ces cadres de RPG qui le disaient, Alpha n'est pas reconnaissant en vous. Il dit, pour combattre ton ennemi d'hier, il faut faire entrer le bonheur chez lui. C'était ça, vous cachez. Il dit, le parti, on n'est pas dans un parti État. C'est pourquoi vous avez vu, il y avait beaucoup de ministres qui n'étaient pas du RPG. D'ailleurs, ils étaient plus nombreux que les RPGistes dans son gouvernement. Il le disait haut et fort. Et à n'importe qui il le disait. Qui peut montrer le fils d'Alpha Condé qui vit dans l'opulence? Ce n'est pas l'argent qui l'intéresse. Mais c'était cette conviction sacrée de bâtir une nation forte. De faire sortir le Guinéen dans la misère. Nos mamans qui souffraient, c'est pourquoi il a implanté les MIFA et les M3. Ceci allait prendre les fonds de crédit. Tout ça a disparu. Anafi qui l'a créé, il dit les richesses guinéennes doivent retourner à tous les Guinéens. Quand la prospérité est partagée dans un pays, tout le monde en gagne. C'est pourquoi au temps d'Alpha Condé, les Anafig ont été créés. Il n'y a pas une sous-préfecture en Guinée dont vous ne verrez pas une réalisation d'Alpha Condé. Peut-on laisser ce don de Dieu, quel que soit l'âge? Parce que pour moi, l'âge, c'est un chiffre. Dieu l'a donné le privilège d'être en bonne santé. L'âge, ce n'est pas un diplôme ni un certificat. Si la Guinée est aujourd'hui mal gérée par les jeunes, ça veut dire que nos aînés étaient plus patriotes, plus compétents que ceux qui se réclament aujourd'hui jeunes. La jeunesse n'est pas un diplôme. La jeunesse n'est pas égale à l'efficacité. Mais les preuves sont là. Aujourd'hui, la dette publique guinéenne est plus de 3 milliards de dollars en 3 ans. Comment expliquer ça? Chers compatriotes, je suis en colère quand je parle de la Guinée, ça me fait mal. Il y a un cousin qui me disait, il dit ça fait plus mal à un Guinéen quand tu aimes la Guinée. Et il dit parce que notre société valorise les menteurs, les hypocrites, les tricheurs. Il dit pour être détesté en Guinée à l'heure là, il faut dire la vérité. Il dit c'est pourquoi les imams sont devenus les menteurs, les sages sont devenus les menteurs, les intellectuels, les journalistes. Il dit, mais comment veut-il qu'on ait une relève, une génération qui va être là demain, ne pas être dans le mensonge? Un père qui ment, qui vole, ne peut pas dire à son enfant de ne pas voler, de ne pas mentir. Parce que le meilleur exemple qu'on peut donner à un fils, c'est le comportement, c'est les bonnes manières. Ce n'est pas les paroles en l'air comme ça. Fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. Ça, c'est dans les romans. Très chers compatriotes, battons-nous pour récupérer la République. Parce que la Guinée est en faillite. On assiste sur une bombe à fragmentation. Ça peut éclater n'importe quand et n'importe quel jour. Ne laissons pas ces petits bilakoro bandits qui viennent détruire l'espoir de ce pays. Parce que moi, je crois encore à la Guinée. Et je vais croire à la Guinée jusqu'à la fin de ma vie. Certes, le chemin est long, mais le paradis est devant nous.
Ça vaut la peine. Nous sommes sur le chemin. Dans un pays où la vérité devient un crime, où les gens préfèrent mentir pour survivre, c'est un pays qui ne peut pas être... Les gens ne peuvent pas être heureux dans ce pays. Aujourd'hui, on est dans ce pays en Guinée. Mobilisons-nous comme un seul homme pour mettre dehors ces groupes de bandits, de délinquants. Chers amis, je vous dis bon Ramadan. On se reprend dans les jours à venir, si le grand Créateur nous permet. Que Dieu vous bénisse. À demain. Bye bye. Merci.